Chez Speedy, nous nous engageons à changer votre pot d'échappement sans rendez-vous et on ne change que ce qui est nécessaire. Alors, va donc chez Speedy. Tu sais, papa, il a un garçon dans ma classe. Ses parents, ils achètent des tableaux tellement chers qu'ils n'osent même pas les mettre au mur. Et un autre, eh ben son père, un énorme bateau. Eh ben il s'en sert presque jamais. C'est bête, hein. Il y en a un aussi. Sa mère, elle a plein de bijoux. Ben elle les met pas parce qu'ils sont dans un coffre. Papa et moi, qu'est-ce que je leur dis qu'on a? Si tu leur disais qu'on a une Golf. Volkswagen, c'est pourtant facile de ne pas se tromper. Oh, encore des perles de la mer sauce vague. Non, non, c'est une fantaisie du jardin et son coulis frais. Oh, encore une fantaisie du jardin et son coulis frais. Ah non, c'est un salmigondis en habit de nature, là. À force de vouloir diversifier sa nourriture, l'homme se demande aujourd'hui s'il n'a pas négligé l'essentiel. Le goût. Du goût, du bœuf. Et c'est encore meilleur de choisir comme on veut. Je me soumets actuellement aux pires conditions auxquelles le moteur de votre voiture puisse être exposé. Ici, la température peut atteindre 295 degrés. Je prends une huile moteur classique, je prends Mobil 1. Constatez ce qui peut arriver à une huile classique. Alors, ne jouez pas avec le feu. Mobil 1. Placez votre moteur sous haute protection. Merci pour la balle. Ils font fort au Crédit Agricole. Varius, leur nouvelle épargne. Taux minimum 7,25%. Garantie? Garantie. Et en cas de besoin. Merci pour la balle, les gars. De rien, Fred. Et en cas de besoin, on peut retirer de l'argent. Faut être client. Même pas. On en parle à Fred? Fred, ce n'est pas pour lui. Varius, la nouvelle épargne du Crédit Agricole. Ce n'est pas pour Fred, mais c'est sûrement pour vous. Prêt à boire de Le Gall. Nouveau jour, c'est prêt. Prêt à boire de Le Gall. Liquide. Café noir, vrai de vrai. Tout vrai. Chaud ou froid, c'est génial. Le Gall. Prêt à boire de Le Gall. Oui. Et vous aurez le meilleur. Le baseball est sa raison de vivre. Mais pourquoi un tel acharnement? Et comment est-ce qu'on peut jouer si parfaitement quand on vient de nulle part? C'est lui le meilleur? Le meilleur de tous les temps. Robert Redford, plus fort que le destin, le meilleur sur la une. Et le meilleur sur la une après 38 journées, ce sera peut-être l'Olympique de Marseille qui est bien entendu à réaliser la meilleure affaire de la soirée, pour la 3e soirée consécutivement d'ailleurs depuis la trêve. On retrouve Yves Kupfermank, mais ça n'a pas été évident contre Laval. L'Olympique de Marseille, 3e à 10 points du Paris Saint-Germain, c'était le 4 décembre dernier après la 21e journée. 5 matchs plus tard, non seulement l'OM est passé devant ECR, mais se retrouve avant d'accueillir Laval, en mesure de prendre la tête du championnat. Une situation qui enchante bien sûr les ultras de l'OM, sans pour autant perturber les joueurs. Il reste encore 12 journées avant la fin. Bon, quand ce sera 3 matchs avant la fin, on pourra peut-être être un petit peu tendu, mais là c'est pas le cas. Il faut qu'on prenne les matchs comme ils viennent et engranger des points, c'est tout. Jouer sans se poser de questions, c'est ce que font les Lavallois malgré leur position de barragiste, et c'est Oman Bihi qui, le premier, tire à côté du but marseillais. Les Marseillais qui s'installent résolument dans le camp mayennais, avec dès la 7e minute cette ouverture de Leroux pour Papin qui ne peut contrôler, ce qui permet à Rousseau, en position de libéraux, de dégager. Pas pour longtemps, car l'essentiel du match se déroule devant le but de Laval, où Sauzé fait admirer sa technique et Papin tire au-dessus. Sauzé et Papin que l'on va retrouver à la 26e minute pour la plus belle action de cette première période. Au départ, Franck Sauzé qui donne en profondeur pour Klosalovs qui va centrer parfaitement, et superbe ciseau retourné de Papin qui passe au-dessus, ce qui fait qu'à la mi-temps le score est toujours nul et vierge. On avait pris un dispositif qui nous permettait de neutraliser les hommes dangereux de l'attaque marseillaise, d'empêcher aussi le dispositif marseillais de fonctionner, d'avoir notamment la loi au milieu de terrain. Un dispositif qui aurait même pu permettre à Laval d'ouvrir la marque dès la reprise si Gaëtan Huard n'avait pas sorti ce tir de Pascal Plan.
Comme en première période, l'OM domine mais se crée bien peu d'occasions, par manque de précision dans la dernière passe, mais aussi parce que les Lavallois se battent sur tous les ballons, parfois trop, comme Sekana, excellent hier soir, qui ici manque de marquer contre son camp. Reste que cette rencontre, Marseille aurait très bien pu la perdre si sur ce 1-2 Rosso Oman-Bihi, Gaëtan Huard n'avait une nouvelle fois sorti le ballon de son but. Car les minutes passent et l'OM piétine toujours. Certes, le ballon est souvent dans la surface de Laval, mais impossible de le faire pénétrer dans le but. Le Roux vient d'échouer de quelques centimètres à la 81e minute. Il va récidiver une minute plus tard en étant au départ et à la conclusion de cette action. Mais sans plus de réussite pour l'OM qui, comme lors du match aller, va pourtant s'imposer à la toute dernière minute de jeu. Coup franc de Klossalov sur le côté droit et reprise de la tête de Bruno Germain. 1-0, il était temps, ce sera bien sûr le score final de cette rencontre, mais l'OM a eu chaud, très chaud, comme le prouve dans les arrêts de jeu, une ultime parade de Gaëtan Huard qui permet donc à l'OM de devenir le nouveau leader du championnat. Ça change absolument rien dans la mesure où on joue pour gagner le maximum de matchs et on fera le bilan en fin de saison. On ne peut pas commencer à calculer à 12 matchs de la fin. On reste avec le haut du tableau, avec les matchs qui concernent Sochaux et Monaco. De cette formation a explosé hier soir au stade de Bonal, de Thomas et déjà Lauré qui profite d'une erreur de Burnier qui a piégé Amitrano. Daniel inquiète Rousset un petit peu plus tard, mais Sochaux, avec le retour de Morin notamment, appuie sur l'accélérateur. Nouvelle erreur de défense, puisqu'à la suite de cette déviation de Thierry Lauré, Bazdarevic était bien seul. 2-0. Encore Bazdarevic qui frappe assez facilement des deux pieds, mais à la mi-temps nous en restons là, 2-0 donc pour les locaux. Et maintenant Sochaux qui a le besoin un petit peu de récupérer, mais attention, centre de Martinez et encore Burnier qui n'a pas de chance là, alors que Porfus était juste derrière de l'intérieur du pied. Ensuite il y a eu un deuxième joueur, c'est Bazdarevic qui avait bien flairé, qui avait sauvé sur la ligne un raid de Thierry Lauré. C'est fin avec Stéphane Paille, fin, c'est trop fin. On continue avec Henry qui est entré en cours de match et superbe reprise de Thierry Lauré en très grande forme. Comme toujours, 3-0, ce n'est pas terminé, toujours le côté droit, superbe à Djibejic, cette ouverture pour Henry, qui a ensuite trouvé au deuxième poteau, comme ici, il avait trouvé au deuxième poteau Lada, et cette fois il trouve Hadji Bezic, mais l'arbitre refuse le but, on se demande bien pourquoi, car vraiment il n'y avait pas faute du Yougoslave. 4-0. I'd buy a big house where we both could live. Monaco ne sera vraisemblablement pas champion cette saison. Bonne tentative ici d'Omar Da Fonseca de Toulouse. Ici, Baptiston était monté pour Marc Attelé. 0-0 à la mi-temps, mais la deuxième période sera à l'avantage des Toulousains avec à la suite de ce centre une déviation d'un joueur de Monaco comme tout à l'heure avec Cannes. Ça piège tout le monde, Ettori est compris, mais pas Assadourian qui ouvre la marque à la 52e minute. Regardez, superbe 1-2 entre Marsico et Assadourian. Et l'Argentin qui rate apparemment le plus facile, c'est pas terminé, oui, Salé. Et puis à la 80e minute, Assadourian parti dans le dos de Sonor, il arrive juste avant Ettori, mais attention, ça va être difficile. Ah, ça se simplifie, car Sonor a glissé, score final, 2-0. Et maintenant, direction le stade de Geoffroy Guichard, et bien entendu, la panthère, c'est l'emblème du club de Saint-Etienne. La panthère noire, là, est un petit peu grise, elle rappelle un petit peu aussi la panthère rose. Eh bien, elle ferait bien un petit repas avec le Titi, le canari nantais. Mais c'est pas facile, car le canari nantais à l'extérieur, il se balade. Pascal Pau. Roger Rocher, présent comme à chaque rencontre de Saint-Etienne, est pensif. Qu'est-ce qui n'allait pas en début de saison chez les Verts et qui s'est mis à bien aller par la suite? L'arrivée de Pierre Maurice, le retour en forme des joueurs qui nous manquaient sur blessure a permis à l'équipe de redresser une situation compromise. Et pourtant, jusqu'au tout dernier moment, on a bien cru qu'une nouvelle blessure allait contrarier Robert Herbin, celle de Tibeuf. Mais finalement, l'homme en forme du moment a débuté le match, ce qui n'a d'ailleurs pas empêché les Nantais de dominer les 20 premières minutes, à l'image de cette première action dangereuse du trio Deschamps-Robert Johnston.
On retrouve 3 minutes plus tard l'ailier nantais, cette fois servi par Vercotrenne. Christophe Robert se demandera toujours après la rencontre comment il n'a pas ouvert le score. Début de match entièrement nantais avec Robert cette fois au départ et Vercotrenne à la finition. Saint-Étienne, soutenu par 21 000 personnes, a laissé passer l'orage et à la 24e minute, un centre de Patrice Garande et David Marot irréprochable comme il l'a été durant 90 minutes. Nantes domine sans efficacité et la dernière action de cette première mi-temps est pour Johnston, mais l'Écossais n'était pas hier dans un grand soir. Les Verts vont mieux débuter la seconde période qu'ils ne l'avaient fait pour la première. Chaouch réussit même l'occasion la plus nette de ses 50 premières minutes. Et dans le même temps, Miroslav Blažević enlève Loïc Amis de l'équipe, le remplace par Joël Henry et 60 secondes plus tard, Pierre Aon tarde à dégager et Joël Henry en profite. Nantes mène 1-0. Joël Henry arrive face à moi. J'ai l'occasion de dégager le ballon. J'ai hésité. Je crois que l'hésitation était fatale. Une minute après ce but, Brasigliano toujours à l'attaque. Beaufreton repousse. Christophe Robert réussit sa reprise mais manque le break. Au lieu de cela, les Stéphanois vont égaliser juste 10 minutes après l'action de Robert. Brasigliano a perdu le ballon. Un centre au millimètre de Pierre Maurice et un but de Laurent Fournier. Dommage pour Brasigliano, lequel a surpris tout le monde comme arrière latéral, jouant le plus souvent aux avant-postes. Pour moi-même, c'était une révélation parce que Brasiliano, aujourd'hui, m'a prouvé que je trouvais dans sa personne arrière moderne après qu'elle j'ai couru depuis mes premiers jours. Dès lors, les Verts dominent entièrement la fin de rencontre et ils auraient mérité de l'emporter sur cette fin de match. Mais comme Nantes méritait tout autant la victoire sur la première mi-temps, ce match nul était, vous l'aurez compris, logique et surtout, il a satisfait tout le monde. Nantes a obtenu, ce qui est assez incroyable, son premier match nul de la saison à l'extérieur en 14 matchs disputés. Et désormais, les Jaunes pensent à l'Europe avant de rencontrer leur adversaire direct mercredi soir à la Beaujoire, Sochaux. Et pour terminer, donc, les 3 derniers matchs, et oui, hier soir, il n'y en avait que 8 avec Marianne Macot. Les Montpelliérains, dans leurs petits souliers, accueillaient les Messins. Metz restait sur 6 matchs sans défaite. Montpellier avait encaissé 14 buts dans ses 4 derniers matchs. Un changement hier, Bellone rentrait titulaire pour la première fois depuis des mois. Et c'est parti pour un festival de buts. Blanc sert Bernardet à la 14e minute et premier but pour Montpellier. 15e minute, Ferraoui déborde, le centre atterrit sur Laurent Blanc et deuxième but. Le même Ferraoui dans le même exercice de style de l'autre côté du terrain. Beaucoup de malchance pour les Messins. Comme au rugby, Ferraoui a bien suivi sa balle et marque 3 buts en 20 minutes pour Montpellier. La deuxième mi-temps reprend à peine et Blanc s'offre une aile de pigeon pour enjoliver son deuxième but de la soirée. Il se retrouve derrière Papin au classement des buteurs avec 13 buts. Zanon réplique immédiatement, 4-1. Mikic réussit ses centres. Zeni en profite et ramène le score à 4-2. Blanc n'est pas le seul à réaliser un doublé, son capitaine Bernardet le suit, il se blesse sur le coup mais se relèvera vite. Une faute de Zanon à la fin offre un pénalty à Metz, mais Montpellier l'emporte 5-3, on savoure. Étant donné qu'on n'a plus rien à espérer dans ce championnat, d'un commun accord, je crois qu'on a essayé de se faire plaisir avant tout, de faire plaisir au public et aux dirigeants. Lille a tout gagné depuis la trêve et ne s'attendait pas à tomber sur un os en rencontre en Caen. Pelé rate une tête d'entrée et peu après, il y a faute sur Mobati. L'arbitre accorde le pénalty. Desmet le transforme 1-0 pour Lille. Caen réagit et donne des frayeurs à la défense lilloise. Ça passe de peu à côté. Et en seconde période, Monsieur Salon offre un deuxième pénalty aux Lillois. Mobati va s'élancer. Seulement, il y a Philippe Montagnier qui réussit un bel arrêt dans les buts. Mauvais présage pour Lille. D'ailleurs, Dumas va égaliser dans des conditions bien difficiles, 1 partout. Desmet sur coup franc cherche Abedi Pelé. Il s'écroule. 3e pénalty pour Lille et pour Desmet. En vedette à nouveau le jeune gardien Montagnier pour son 3e match en première division. Après une minute de silence pour les victimes de l'immeuble effondré à Toulon, Nice-Toulon démarre. Les Toulonnais s'offrent les meilleures actions d'entrée. Ici, Farjon tente une tête.
Puis une bonne occasion pour Nice se termine par un corps à corps africain entre Bell et Bocandé. La mi-temps survient sur le score de 0-0. Djelmas, dès la reprise, talonne judicieusement pour Bocandé. But, le seul de la partie. Bocandé aurait pu marquer encore si Bell ne réussissait un superbe vol plané en fin de partie. Le classement donc de la division, Marseille premier au goal average a donc rejoint le PSG, mais Auxerre et Sochaux sont toujours bien placés en embuscade. Un petit peu plus loin on retrouve Nantes. Dans la deuxième partie du tableau, c'est sensiblement la même chose, mais je vous rappelle quand même au passage que Strasbourg-Bordeaux, comptant pour cette même journée la 27e, se disputera cet après-midi à la Méno. Vous pourrez d'ailleurs voir des images sans doute dans notre journal de 20h. Matra Racing Lens le 28 février. Spectateurs, moyenne, 20 buts. De quoi trouver un but de la semaine, Frédéric Jaillant. Une petite merveille signée Laurent Blanc. Il est en avance sur le ballon, alors que faire? Eh bien une aile de pigeon tout simplement pour ramener ce ballon devant soi. Alors ça c'est vraiment très très fin, surtout quand derrière on conclut avec autant de sang-froid. Chapeau Laurent Blanc, en plus ça paraît simple. D'ailleurs vous avez tout à fait le droit vous aussi d'essayer. Avec un petit peu de réussite. C'est fin, c'est fin. Bien, le groupe A maintenant, avec un coup de tonnerre, Brest qui a été battu à Abbeville 2-1 et qui est donc rejoint au classement par Mulhouse. Les deux équipes totalisent 53 points. Je cherche éventuellement une victoire à l'extérieur. Il n'y en a pas. Maintenant, le groupe B, c'est Lyon qui s'échappe, qui avait écrasé Dijon 5-0 vendredi soir, car Le Havre a été battu